France Maghreb 2. France Maghreb. Pour l'heure, eh bien messieurs, je vous propose d'accueillir Madame Dounia Bouzar. Madame Dounia Bouzar, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, vous êtes également spécialiste du fait religieux et vous avez été fraîchement nommé par le Premier ministre à l'Observatoire de la laïcité. Et cette semaine, on a beaucoup parlé de vous suite à une réflexion que vous avez eue dans un magazine qui s'appelle Challenge sur les jours fériés, les jours religieux fériés. Vous proposiez en fait de remplacer deux fêtes chrétiennes par deux fêtes Yom Kippour et l'Aïd. Ai-je bien résumé ? On va tout de suite rectifier la vérité. Je suis en conflit avec Challenge parce que je n'ai jamais fait de proposition, loin de là. J'ai établi un interview d'1 heure qui réfléchissait à comment rester mélangé et à la façon de traiter l'inclusion des musulmans sans faire de réponse communautariste ou particulariste. Et à la fin de l'interview, j'ai juste émis l'idée d'avoir un jour férié juif et musulman à partager entre tous les Français, parce que en France, contrairement en Angleterre, c'est vrai que les musulmans en général aiment bien être mélangés avec les autres et pas vivre de leur côté. Ça a été une réflexion parmi d'autres et c'était pas enlevé aux chrétiens, c'était est-ce qu'on pourrait pas rajouter un jour juif pour tous les Français, un jour musulman pour tous les Français, pour bien montrer qu'on est Français à part entière, et juifs et musulmans et athées et agnostiques et chrétiens, mais qu'on est tous de culture française, qu'on partage le même projet. Et Challenge a manipulé ça avec un titre qui divise et qui est là pour diviser les uns des autres et faire peur. Donc je suis en conflit ouvert avec ce magazine. Donc vous démontez catégoriquement les propos qui vous sont prêtés dans cet article, dans cette interview. Complètement. C'est vrai que dans mes derniers livres, j'ai toujours réfléchi à comment inclure la référence musulmane dans le patrimoine français, parce que l'islam n'est plus la religion des étrangers, l'islam n'est pas la religion des émigrés, on n'est pas de passage en France, on construit cette nation ensemble avec les autres dans un objectif commun. Et c'est vrai que l'idée, parmi tant d'autres, de pouvoir montrer comme on partage Noël ensemble, ça par contre ce sont mes mots, comme on partage Noël ensemble, eh bien pourrions-nous pas partager d'autres fêtes qui deviendraient culturelles, c'est-à-dire qui feraient partie de l'histoire pour laisser une place aux nouveaux venus. Ça, bien sûr que ça fait partie de mes réflexions, mais d'abord c'est en tant qu'intellectuel et pas du tout en tant que membre de l'Observatoire du tout. L'Observatoire n'a que faire de cette question-là, il a des problèmes un peu plus cruciaux à régler, on n'a jamais été question de ça. Et ensuite, c'est une réflexion générale et intellectuelle, et c'est pas sous cette forme, c'est pas enlevé en plus des jours, c'est une réflexion intellectuelle générale. On vous a entendu à plusieurs reprises dans les différents médias et puis peut-être aussi au travers de vos différents livres. Vous, votre combat, c'est contre le fondamentalisme. Complètement. Là, je crois qu'il y a un amalgame terrible qui s'instaure, que les gens ne savent pas faire la différence entre ce qui relève pas le fondamentalisme, parce que le fondamentalisme, c'est-à-dire être au fondement d'une religion, ne pose pas de problème à la société. Mon combat, c'est vraiment le radicalisme, c'est-à-dire cette espèce de discours qui est en train d'augmenter, qui voudrait construire un groupe purifié, dire quels sont les vrais musulmans et les faux musulmans, construire des frontières infranchissables entre le groupe purifié et le reste de la société, dire qu'ils possèdent la vérité, et tout faire pour mettre les jeunes, ce sont eux qui sont victimes, en auto-exclusion et en exclusion des autres, en rupture sociale, professionnelle, parentale. J'ai des mamans musulmanes que du coup les enfants les traitent de mauvaises musulmanes et sont en rupture. Et évidemment, on est dans une société où il y a un amalgame, c'est-à-dire que bien souvent, il arrive qu'on prenne des musulmans pratiquants comme des potentiels radicaux et qu'on valide un discours radical comme si c'était de l'islam. Donc, il y a besoin de travailler là-dessus. C'est mon prochain livre, c'est la différence entre l'islam et le radicalisme. J'ai essayé de travailler tout l'été sur le discours pour voir un peu comment montrer que ce n'est pas de l'islam, parce que ils prétendent retourner à la source de l'islam, mais au fond ce n'est pas de l'islam, c'est du comportement sectaire, c'est une dérive sectaire. Et je crois que la liberté des musulmans notamment
dépend de la capacité à diagnostic et à faire la différence. Donc c'est vrai que je suis là-dedans parce que je trouve que cet amalgame, bien, ce sont les musulmans qui en sont les premières victimes. Madame Bouzard, avant de laisser la parole à Tarek Mami et à Khalid pour peut-être vous interroger, moi j'ai envie de vous demander quelle est la place pour vous de la femme qui porte le hijab. Je vous ai entendu vous exprimer là-dessus, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que par exemple on peut aller travailler, porter du hijab? Quelle est votre position? Tout dépend des fonctions. Je fais absolument une grosse différence entre le foulard et par exemple le djilbab ou le niqab, le voile intégral. Autant je suis complètement opposée à ce qu'on valide le port du niqab ou dite de la burqa comme quelque chose de musulman, parce que il est clair que ce discours vient d'à peu près 70 ans de ces groupuscules wahhabites qui ont prétendu que les autres musulmans n'avaient rien compris à leur Coran depuis le XIVe siècle. Autant le foulard fait partie du débat théologique et des croyances musulmanes. Et sur la question du droit du travail, j'ai largement écrit dans mes livres justement comment ça dépend des fonctions, comment ce qui est important, c'est de travailler la neutralité d'intention et pas que la neutralité d'apparence. C'est-à-dire que le serment professionnel peut permettre d'être impartial et neutre, à condition que le foulard soit pas non plus... C'est-à-dire, je pense qu'il y a foulard et foulard au travail aussi. Hein. Je pense que quand on met un grand djilbab noir qui couvre tout son corps, c'est pas tout à fait la même chose quand on travaille dans une crèche qu'un petit bandana rose avec des pantins dessinés dessus, parce qu'on est dans un contexte enfantin. Donc je pense qu'il y a une contextualisation du port du signe religieux, et après ça s'étudie cas par cas selon les fonctions professionnelles, pour pas que ça entrave la mission, mais c'est souvent une adaptation du signe au contexte, le cas échéant. D'accord. Tarek Mami, peut-être une question pour Madame Bouzard. Bonjour, cher Donia. Bonjour Tarek. Alors là, vous avez dit tout à l'heure, Donia, et ce qui est vrai, hein, que les musulmans de France sont victimes de ces discours, de cette pratique, de ces positions politiques. Mais est-ce que vous pouvez leur imputer au moins une partie de la responsabilité du fait de leur non-organisation, du fait de leur travail collectif pour être représentatif, du fait de leur silence coupable quelque part? Ah ben oui, vous voyez, désamorcer l'islam radical qui sort en janvier, c'est aussi une prise de parole en disant bon, il y a une majorité silencieuse à qui j'ai réfléchi là-dessus aussi, c'est-à-dire pourquoi on a les musulmans ont tant de mal à parce que on peut dire qu'un groupuscule est une secte quand la religion, quand les autres reconnaissent que c'est une secte. Et là, on a un vrai problème, je suis d'accord. C'est que bien souvent, les musulmans eux-mêmes ne reconnaissent, sont aussi dans cette hésitation, parce que ces gens-là font la prière, parce que ces gens-là évoquent le prophète. Alors du coup, ils ont du mal eux-mêmes à être clairs. Et bien entendu que ça fait partie de la responsabilité. Mais en écrivant le livre, j'ai voulu aussi mettre des mots pour que les musulmans puissent y voir plus clair et pas se laisser piéger par une exhibition soi-disant musulmane qui n'a rien à voir avec la foi. Ouais. Est-ce que, dans le même ordre d'idée, Donia, est-ce que dans ce livre ou dans vos réflexions en général, est-ce que vous réservez une petite place particulière aux nouveaux convertis, puisque c'est majoritairement, ou en tout cas en grande partie, ces personnes qui se retrouvent, qui n'ont pas la culture, qui n'ont pas l'histoire, qui n'ont pas la profondeur historique, se retrouvent dans ces tendances salafistes, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire au retour aux sources, parce que ceux qui les convertissent en général leur expliquent l'islam comme cela. Absolument. D'ailleurs, je les appelle carrément dans le nouveau livre, je les appelle carrément tous des convertis, parce que bien souvent, le discours radical fait autorité que sur des jeunes qui n'ont pas eu de transmission musulmane, ni culturelle, ni cultuelle. C'est-à-dire, quelle que soit l'origine des personnes, on trouve quand même des jeunes qui n'ont pas eu de grille de lecture du tout, ni de transmission culturelle. Et vous avez complètement raison, le discours radical qui veut justement déconnecter les religions des cultures et des histoires et des contextes, eh bien,
forcément, il arrive à attraper des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà. En tout cas, je vous remercie, Donia. Peut-être que Khalid peut-être a une question à poser. Khalid, j'espère bien sûr qu'on ce livre sortira, que nous y consacrerons ensemble le temps nécessaire, quitte à faire, j'allais dire, plusieurs épisodes, parce que c'est pas pour vous jeter des fleurs. On se connaît assez les uns et les autres dans ce pays pour savoir que ceux qui travaillent sur ces questions sont pas nombreux, malheureusement, dans ce pays, et surtout ils sont pas nombreux dans les médias lourds. Ils ne sont pratiquement jamais invités, et quand on voit ce qui s'est passé dans des dernières interviews de télévision où on met une personne qui se réclame de cette culture musulmane face à 3 ou 4 autres personnes, on voit que les dés sont pipés à la base. Donc j'espère que nous vous recevrons, vous et votre livre, on aura longuement. Besoin de croiser les regards de toute façon sur mes réflexions, parce que il faut croiser les regards pour arriver à avancer. Personne ne détient la vérité sur ces sujets-là. Un petit SMS qui vient de nous arriver, Dounia, et qui souhaite vous interpeller sur le fait qu'on ne vous a jamais entendu condamner les discriminations envers les franco-maghrébins ou les musulmans. C'est pas son métier. Non, mais à chacun son rôle. rôle. Non, mais vous rigolez ou quoi? La personne achète Allah a-t-il sa place dans l'entreprise? Il y a juste un tiers, même la moitié du livre qui dénonce les préjugés, les stigmatisations à la base de la discrimination. Je suis connue pour mes productions qui condamnent les stigmatisations et productions. C'est mon cœur de métier. J'ai passé mes 5 dernières années à écrire des livres dessus. Et là, en novembre, dans 15 jours, j'ai un livre qui s'appelle Harcèlement et discrimination qui sort chez Albin Michel et qui ne parle que non seulement du processus de catégorisation, donc qui conduit à avoir des préjugés, à penser à la place de l'autre, mais en plus de ça, qui donne des éléments juridiques pour prouver la traçabilité de la discrimination. J'ai fait Ça suffit, un plaidoyer contre justement les préjugés musulmans. J'ai écrit l'islam des banlieues pour une désislamisation. Monsieur Islam n'existe pas, pour une désislamisation des débats, où je dénonçais la façon dont on islamisait tous les problèmes sociaux. J'ai démissionné du Conseil français du culte musulman en attaquant le gouvernement là-dessus. Je n'ai fait que des livres là-dessus. Voilà. Alors, je veux clarifier quelque chose, Donia. Dans la tête de cet auditeur comme d'autres, c'est un communiqué de presse ponctuel, c'est une présence à l'antenne ponctuelle, parce que malheureusement beaucoup ne lisent pas dans cette communauté, et c'est aussi ça le drame. Mais moi j'ai fait 13 livres sur les discriminations. Alors, Madame si Bouzard, on regarde sur ce que tel ou tel magazine écrit comme sur moi ou riposte laïque au lieu de lire mes livres. Madame Bouzard, il y a quelqu'un qui souhaite vous poser une question. Madame Bouzard, je vous propose de l'écouter. Bonjour Madame Bouzard, c'est Nicolas Sarkozy. Dites-moi, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour 2017? Pourquoi vous vouliez la recruter, Monsieur Sarkozy? Je vais vous dire quelque chose, vous êtes dans mes petits papiers évidemment, et j'ai besoin, ne le prenez pas mal, d'une autre Jeannette Bougrabe. Est-ce que vous seriez de la partie, mais à condition que vous retourniez votre veste tout de même? Ça c'est clair que j'ai pas du tout la même posture que Jeannette Bougrabe, et que je suis loin d'être dans les petits papiers de Nicolas Sarkozy depuis que j'ai fait la une de Libé en disant que le gouvernement islamisait les problèmes sociaux. Voilà, réponse donc à Monsieur Sarkozy qui était de passage. Merci beaucoup en tout cas, Dounia Bouzard. Je rappelle que vous êtes anthropologue spécialiste du fait religieux et que vous avez été donc nommé récemment par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'Observatoire de la laïcité, et que vous démentez aujourd'hui catégoriquement les propos qui vous sont prêtés par le magazine Challenge. C'est bien ça. Merci beaucoup Madame Dounia Bouzard, j'espère qu'on aura l'occasion en tout cas, très vite de se reparler et de parler notamment de votre nouveau livre.